Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio, ciao ragazzi. Écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai pas pu être présent lundi dernier je me suis fait rattraper par la grippe 2022-2023. Je la recommande à personne, elle est pas terrible. Donc voilà. Mais bon, ça va mieux. Donc ce soir, c'est avec plaisir que je vais débriefer avec vous les huitièmes de finale de Champions League qui se sont déroulés mardi et mercredi. Alors ce soir là, il y a en ce moment un match très très intéressant. J'étais en train de regarder les dernières minutes entre Barça et Manchester United, mais ça c'est le barrage de l'Europa League. Donc voilà, mais c'est un match très plaisant. Il y a 2-2 pour l'instant. Si jamais quelqu'un dans le chat veut nous updater sur le score en direct, c'est avec plaisir. Salut Pic, comment ça va? Merci d'être là, ça fait plaisir. Donc oui, ce soir comme d'habitude, 30 minutes avec Buonasera Calcio. Pour que je partage mon avis un petit peu sur ce qui s'est passé mardi et mercredi. Ça faisait très longtemps qu'on attendait la Ligue des Champions, ça s'est terminé au mois de novembre, et voilà, le 14 et 15 février, ça a repris. Donc vraiment, c'est une attente interminable entre la fin des phases de poule, surtout cette saison, parce qu'en plus, la Coupe du Monde a fait en sorte que la Ligue des Champions, les poules de Ligue des Champions se sont terminées plus tôt que d'habitude. Donc ça a mis encore plus de temps entre les derniers matchs de Ligue des Champions et les huitièmes de finale. Alors, Pic qui dit, visiblement, Neymar a été aussi mauvais sur le terrain mardi qu'à la table de poker le même soir. Sale semaine, oui. Sachant qu'en plus, le même soir, et puis ensuite, il a recommencé pendant un jour ou deux, je crois, de suite, parce qu'il s'est inscrit, je crois, en tout et pour tout à 3 tournois. Certainement pour, je sais pas, soigner son dépit amoureux, enfin, je sais pas. Amoureux sportif. Voilà. Revenons justement, comme vous le voyez, le premier point, ce sera PSG Bayern. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match PSG Bayern Ce qui est un peu triste, c'est que c'est finalement la situation des notes de la situation du club qui est complètement ubuesque, et on va revenir un petit peu en détail dessus très rapidement, mais je veux dire, en tous les cas, c'est important de comprendre qui tire dans quel sens et pourquoi est-ce que finalement les décisions sont un petit peu prises de façon ubuesque. Donc c'est un petit peu intéressant. Mais si on se base sur le match, déjà, avant de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, si on se base sur le match, Paris est arrivé en victime expiatoire, en disant, en gros, on n'a pas Mbappé. Ça veut dire que de toute façon, on ne peut strictement rien contre cette équipe du Bayern. Comme si déjà, première chose, le Bayern était l'ogre qui roulait sur tout le monde, de ces dernières saisons, ce qui n'est pas vraiment le cas ces derniers temps. Si vous regardez la Bundesliga, vous savez que finalement ils sont au coude à coude avec le FC Union, que le Borussia Dortmund n'est pas très loin, et que Francfort non plus n'était pas très loin. Bon là ils se sont un petit peu troués, mais en tous les cas il y a match cette saison, je crois qu'il y a qu'un seul point d'écart, même c'est sûr, il y a un seul point d'écart entre le FC Union et le Bayern Munich. Donc il y a vraiment match dans le championnat. Ils ont perdu beaucoup de matchs, ils sont pas du tout vraiment impériaux depuis le début de saison. Donc, il y avait match. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Paris a déterminé que sans Mbappé, de toute façon, il ne pouvait pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une vraie interrogation, parce que Paris, à part Mbappé, enfin je veux dire, quand vous avez Neymar, Messi sur le terrain, Verratti, au milieu du terrain, vous avez des Fabian Ruiz, des Danilo, en défense vous avez Marquinhos, Sergio Ramos, etc., etc. Enfin, je sais pas, Hakimi, Nuno Mendes et tout. Vous n'avez pas une équipe de CFA, quoi. C'est pas... Je veux dire, vous avez le droit de jouer au football, même si vous n'avez pas Mbappé sur le terrain. Vous avez tout à fait le droit d'avoir un vrai plan de jeu. Et ça, déjà, c'est absolument pas le cas. Et ça, le premier à être blâmé pour ça, très clairement, c'est Galtier.
Galtier, très honnêtement, je sais pas ce qu'il a fait et je sais absolument pas pourquoi est-ce qu'il est allé comme ça en victime expiatoire face au Bayern, mais c'était ridicule. Mais bon, après on peut comprendre le plan. Le plan, c'est en gros on fait le dos rond. Et puis au match retour, on aura tout le monde qui sera plus en forme, hein, parce que donc Kimpembe revenait de blessure, Hakimi aussi était pas vraiment au top. D'ailleurs, on voit que là il va être absent au prochain match. Mbappé donc n'était pas là, ou en tous les cas a joué mais qu'une trentaine de minutes. Donc ils se sont dit, le but du jeu, c'est d'être en vie pour le match retour. Alors, finalement, si on regarde l'entrée de Mbappé et ce qu'il a fait au Bayern, bah en fait, on a l'impression que c'est pas tant un mauvais plan que ça, parce que en 30 minutes, le Bayern s'est un petit peu fait dessus, comme jamais ça avait été le cas pendant 60 minutes avant. Donc ça veut dire que quand Mbappé rentre, il appuie exactement là où ça fait mal pour le Bayern, c'est-à-dire la vitesse dans leur dos. C'est vraiment le gros problème, parce qu'ils jouent à 3 défenseurs centraux généralement. Alors là, bon, Pavard s'est fait expulser, donc probablement, vu qu'il a plus 3 défenseurs centraux aptes, il va certainement passer à 4 avec 2 latéraux, 2 vrais latéraux et 2 défenseurs centraux seulement. Mais ça change pas que ce sont des défenses, c'est une défense, le Bayern, qui est assez lourde, et couplé à ça, le fait que Nagelsmann leur demande de jouer très très haut, de toujours faire un pressing très très haut, une récupération du ballon très très haute. Si vous arrivez à faire la différence sur une ou 2 passes, derrière c'est des boulevards pour Mbappé. Donc, effectivement, Mbappé, il appuie là où ça fait mal. C'est des boulevards pour Mbappé, mais aussi pour Nuno Mendes et pour Hakimi. Donc, voilà. Effectivement, finalement, le plan est pas si horrible que ça, mais je trouve ça un petit peu insultant, moi, pour le Paris Saint-Germain, de se dire qu'on ne peut strictement rien faire excepté défendre dans nos 30 mètres et laisser Messi et Neymar devant et voir ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils peuvent pas faire. Donc voilà, bon, finalement ça a été un match que le Bayern n'a pas vraiment, comment dire, ils n'ont pas saisi vraiment toutes les opportunités qui s'offraient à eux, ils n'ont pas voulu appuyer sur l'accélérateur, pas voulu ou pas pu, hein, je pense plus c'est pas pu appuyer sur l'accélérateur, ils ont eu des occasions mais c'était pas des occasions folles. D'ailleurs le but, je pense qu'on peut clairement dire que Donnarumma est quand même pas non plus impérial sur ce but-là, même s'il fait de très très beaux arrêts dans le match. En particulier l'arrêt qu'il fait sur sa ligne, sur la tête de je sais plus qui, mais en tous les cas il y a une très grosse tête et il l'arrête vraiment sur sa ligne, et c'est un très bel arrêt. Mais sur la frappe de Coman, en fait, il est je sais pas, il est pâteau quoi, parce que ça passe juste à côté de son bras, en théorie elle est sur lui, il n'y a pas de raison qu'il l'arrête pas, mais bon. Je vais faire un petit point sur les commentaires. Il y a Pic qui nous dit, le commentaire de Mbappé sur le fait de bien manger, bien dormir et l'attitude de Neymar, ça veut dire que les mecs ne s'entendent pas, on est d'accord. On va dire que probablement, effectivement, en tous les cas, Neymar et Mbappé commencent de plus en plus à voir l'un et l'autre que leur façon d'approcher le haut niveau, le très haut niveau et le professionnalisme dans le football est diamétralement opposée. Mbappé a fait des miracles pour réussir à être sur le terrain au moins 30 minutes au match aller. Certainement qu'il a fait des centaines d'heures de soins avec des kinés, qu'il devait dormir tous les soirs à 8h30, etc., etc. Il devait hydrater, prendre des compléments et tout. Et puis à côté, vous voyez effectivement, comme tu le dis, Neymar qui... juste après le match du Paris Saint-Germain, en tous les cas le lendemain, s'inscrit à un tournoi de poker, joue jusqu'à minuit et demi, se retrouve ensuite dans un McDonald's, se fait photographier dans un McDo en train de... avec des potes. Alors je sais pas s'il en a mangé ou pas, parce que la photo ne montre pas qu'il mange quelque chose, mais bon, voilà, je suppose qu'il s'est nourri. Et donc c'est vrai que je sais pas s'ils s'entendent pas, mais je pense que Mbappé a voulu taper un peu du poing sur la table, et coïncidence ou pas, en tous les cas, j'ai pas l'impression que ce soit une coïncidence, mais Neymar, juste derrière, fait exactement l'inverse de ce qu'avait demandé Mbappé à ses coéquipiers, en disant... pour qu'on soit tous en forme dans 3 semaines, il faut qu'on se repose bien, qu'on mange bien et qu'on dorme bien. Bon voilà, il fait exactement l'inverse le lendemain. Donc je pense effectivement que c'est plus qu'un message subliminal. Je pense que c'est directement, prends ça dans ta face, je fais ce que je veux en dehors de mon des heures d'entraînement, quoi. Donc voilà, parce que Neymar est toujours à l'entraînement, il est à l'heure et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Donc bon, en tous les cas, effectivement, il y a des dissensions
dans l'équipe, mais je pense quand même que finalement, si on regarde un petit peu avec un petit peu de recul le match, et surtout le match retour. Bon, déjà d'une, il est dans 3 semaines, et ça c'est plutôt bien. C'est uniquement pendant les 8e de finale que ça existe, ça. Parce que d'habitude c'est toujours 2 semaines. 3 semaines, ça laisse vraiment le temps à tous les blessés de revenir, à d'autres aussi de se blesser, hein, peut-être, hein, enfin je le souhaite pas pour le Paris Saint-Germain, mais effectivement l'équipe qui sera en face du Bayern à Munich le 8 mars sera une équipe complètement différente, et probablement avec un Mbappé qui sera à 100%. Donc s'il est à 100%, vu ce qu'il a fait, alors qu'il était à, on va dire, peut-être 60-70% de ses capacités pendant 30 minutes, 100% pendant 90 minutes, ça risque d'être un petit peu long pour le Bayern. Donc faut voir, Mbappé en ce moment est, à mon sens, au sommet de sa carrière, et je pense qu'il va le maintenir comme ça pendant 4-5 ans encore. Donc il est capable, et on l'a vu pendant la finale de Coupe du Monde par exemple, il est capable tout d'un coup de faire basculer une partie tout seul, s'il a envie de le faire. Il a besoin de personne. En gros, il prend la balle et il dit c'est moi qui mets fin au game, et il le fait en fait. Donc voilà, donc ça c'est presque passé pendant la finale de Coupe du Monde. Je pense que contre le Bayern, ils peuvent le faire. Maintenant, je dis toujours quand même que, on va dire que le Bayern a 60% de chance de se qualifier maintenant, et Paris n'a que 40% de chance de se qualifier. Il faut quand même aller gagner 2-0 à l'Allianz Arena, ou 3-1, c'est quand même un gros score à mettre au Bayern à l'extérieur, hein. Donc ça arrive très très rarement que le Bayern même perde à domicile. Donc les battre 2-0 ou 3-1, c'est quand même la grosse cote. Mais bon. Un petit point dans les commentaires, il y a toujours des égos dans une équipe, mais il y a aussi la prise de tête avec Campos. C'est fou comme ce club gère ses joueurs. T'as l'impression que ça n'arrive qu'à Paris. Merci beaucoup pour la perche que tu me tends, Pic-Pic. Pourquoi ? Parce que, justement, au début de mon propos, je vous ai dit, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que au sein du club, il y a plusieurs stratégies qui s'opposent et qui sont pas les mêmes que l'on soit au sommet du club, à la direction sportive du club, au niveau des entraîneurs ou au niveau des joueurs. Et c'est ça le gros souci avec le Paris Saint-Germain. On sait très bien que donc au sommet du club, ce qui les intéresse le plus, c'est la représentativité, la représentation que le Paris Saint-Germain apporte au Qatar. Donc c'est ça le plus important. Donc tout ce qui brille est bien pour qu'on existe dans la communauté internationale. Ça c'est l'émir. L'émir, c'est sa philosophie. En gros, c'est même plus important que de gagner quoi que ce soit avec le Paris Saint-Germain. Tant que Paris est une marque reconnue, qu'on sait que ça appartient au Qatar, que voilà, ces stars ont brillé pendant la Coupe du Monde qui se passait au Qatar, etc. C'est ça le plus important. La Ligue des Champions, c'est accessoire. Ensuite arrive Campos. Campos, son credo, on le sait, lui, il faut savoir qu'il a une double casquette, hein. Il est aussi conseiller sportif du Celta Vigo, par exemple, donc c'est vraiment très très particulier d'avoir une sorte de directeur sportif, parce qu'il n'est pas officiellement directeur sportif, du Paris Saint-Germain, qui, en plus de ça, est conseiller sportif pour un autre club, et en plus de ça, a une société de trading de joueurs, ce qui fait que probablement qu'il l'utilise d'ailleurs pour transférer des joueurs au Paris Saint-Germain. Donc en gros, le mantra de Campos, lui, c'est « je veux faire venir le plus de joueurs inconnus au Paris Saint-Germain hein. ». Excusez-moi. On le voit avec les Vitinha... par exemple, qui n'est pas inconnu, mais en tous les cas qui n'était pas très connu. Des joueurs, en gros, qui ont un fort potentiel à la revente si jamais ils se comportent bien dans une vitrine comme le Paris Saint-Germain. Donc c'est le but pour lui, hein, équitiqué par aussi de cette réflexion, Vitinha, etc. Enfin voilà, les espèces de recrutement pas bling-bling, Fabian Ruiz, des choses comme ça, qui, lui, derrière, via sa société de trading, en étant la personne qui prend au passage, va prendre des très grosses commissions sur les reventes, une fois que ces joueurs-là ont brillé au Paris Saint-Germain.
Alors, c'est fréquent avec Campos, tous ces joueurs ne brillent pas, hein. Donc il a aussi beaucoup de déchets. Mais bon, voilà, ça arrive, et généralement, il prend des très très gros billets. Il l'a fait énormément à Monaco, il l'a fait beaucoup aussi à Lille. Et il se dit, bah là, je suis passé à la vitesse supérieure avec le Paris Saint-Germain. Il a donc choisi Christophe Galtier. Pourquoi ? Parce que, bah, comme ça, il n'aura pas de bâton dans les roues avec l'entraîneur. L'entraîneur sait comment il fonctionne. Quand Campos dit je prends ce joueur, c'est ce joueur qu'il a, et c'est tout. Et Christophe Galtier fait avec ce qu'il a, en fonction de ce que Campos lui met à disposition. Et c'est comme ça que ça a fonctionné à Lille. C'est pour ça qu'il a pris Galtier. Donc ça, lui, c'est son objectif au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, le truc, c'est que les joueurs, en tous les cas, en l'occurrence Kylian Mbappé, lui, son objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et il voit bien qu'avec l'entraîneur qu'il a, les recrutements qu'il y a eu au Mercato, la direction, mais quand je dis la direction, c'est vraiment les propriétaires du club qui veulent re-signer Messi, qui ont prolongé Neymar jusqu'en 2027, etc., avec leurs propres priorités. En fait, il y a 3 courants de pensée, on va dire, au Paris Saint-Germain, et ce qui fait qu'on en arrive avec un entraîneur qui est pas compétent, à mon avis, pour ces tours de 8e de finale de Ligue des Champions, qui nous sort une tactique qui est vraiment insultante, même pour le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions, alors qu'ils ont quand même une équipe raisonnable. Tu peux quand même jouer au football avec l'équipe qu'ils ont, même s'il n'y a pas Mbappé dedans, faut arrêter. Mais le Paris Saint-Germain n'a jamais joué au football depuis que Christophe Galtier est entraîneur. C'est une équipe du néant tactique, en fait, hein. C'est donner la balle à Kiki et on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est assez compliqué, et c'est pour ça qu'on en arrive à cette situation où Paris se présente en victime expiatoire face au Bayern, parce que son entraîneur n'est pas du tout un entraîneur pour gagner la Ligue des Champions, c'est juste un entraîneur pour permettre à Campos de faire ce qu'il veut dans le recrutement, parce que c'est sûr que si vous lui mettez un entraîneur comme Tuchel ou Ancelotti, Campos, il peut pas faire ce qu'il veut dans les recrutements. Il est obligé de suivre un petit peu son entraîneur. Donc voilà, et puis à côté de ça, vous avez la direction qui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça brille, donc de toute façon, on peut re-signer Messi, on va re-signer Messi, alors que tout le monde sait que ça sert strictement à rien de re-signer Messi, et encore plus de prolonger Neymar jusqu'en 2027. Mais bon. Voilà un petit peu la situation du PSG Bayern. Ça change pas que le plan a pas complètement échoué, et que je pense que le PSG a encore 40% de chance de se qualifier, mais il faudra un très très grand Kylian Mbappé au match retour. Mais c'est faisable parce que le Bayern n'est pas du tout impérial, et je pense qu'il y a une ouverture. Donc ça, c'était pour le PSG Bayern qu'on a plus ou moins tous vu, je pense. Le deuxième point, c'était les clubs anglais. Il y avait quand même 2 clubs anglais sur 4 huitièmes de finale, et surprise aux surprises, alors qu'on n'arrête pas de dire que les Anglais dominent le football européen, etc., etc. En tous les cas, économiquement, aux surprises, les 2 clubs anglais ont perdu. Donc c'est vrai que si on regarde bien quand même, il y a deux physionomies de matchs qui sont vraiment différentes. Je pense que le match contre Dortmund aurait pu se terminer, même aurait dû se terminer par un match nul pour Chelsea, parce que Chelsea a eu clairement les meilleures occasions. Dortmund marque sur un corner avec un but assez spectaculaire de Adeyemi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a mis la 7e vitesse sur le contre. Enzo Fernandez s'en souvient encore, hein, voilà. Donc voilà, mais finalement Chelsea a eu énormément d'occasions, ils ont eu des transversales, ils ont eu des poteaux, ils ont eu énormément de tirs dangereux. Donc je pense qu'un match nul aurait été plus juste que la victoire de Dortmund, mais bon, écoutez, c'est quand même bien. Dortmund l'a pas volé, ils ont fait beaucoup de tirs eux aussi, hein. Ils ont fait même autant de tirs, je crois, que Chelsea. Donc non, c'était plutôt un match en tous les cas très agréable à voir, un match plutôt ouvert, 2 équipes qui ne fermaient pas le jeu. Et c'est vrai que Chelsea, avec ses 12 000 recrues, parce que là il y avait Joao Félix, Mudryk, qui sait qu'il y avait, il y avait Reece James qui était revenu, et ça se voit, vraiment, ça leur donne quand même un petit peu de stabilité.
sur l'aile droite. Donc voilà, mais c'est pas, il a pas trouvé encore Graham Potter j'allais dire Harry Potter, mais non, Graham Potter l'équilibre pour faire jouer toutes ces recrues ensemble. En même temps, c'est impossible de toutes les faire jouer ensemble, parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup plus que 11, donc il peut pas tous les faire jouer. Mais c'est vrai que trouver un équilibre pour réussir, en tous les cas, d'avoir un système de jeu dans lequel tout le monde peut s'épanouir, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, ils ont perdu en plus des gens, hein, des Mason Mount qui n'existent plus. Quand il rentre, t'as l'impression que c'est son frère, alors qu'il avait un niveau stratosphérique il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, donc Chelsea est pas sorti d'affaire, mais en même temps, sur ces 8e de finale aller, ils sont pas non plus éliminés. Ils ont montré au match aller qu'ils avaient les moyens de mettre des buts à Dortmund, même s'ils l'ont pas fait. Ils ont vraiment les moyens. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Un petit point sur les commentaires. Paris a trop une image de nouveaux riches qui surpayent des joueurs, aussi bien en indemnité qu'en salaire. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Si je dois vendre un de mes joueurs au PSG, le prix c'est x3. Mais Sandman, ce sera une super affaire cet été. Ouais. Alors, effectivement, bah oui, Paris, pour l'instant, surpaye les joueurs en permanence. Après, c'est un petit peu le mal de tous ces super clubs. Manchester City, mais aussi Manchester United. Ces clubs qui ont énormément d'argent. Effectivement, très souvent, ils payent beaucoup trop cher les joueurs. Donc voilà. Et le gros souci, c'est pas trop qu'ils les achètent cher, parce que ils ont les moyens, donc ça, c'est pas trop un problème. Et puis encore, c'est même plutôt cool, parce que ça ruisselle un peu sur le championnat autour, les championnats dans lesquels ils sont achetés, ces joueurs. Le truc, c'est que derrière, ils peuvent pas s'en débarrasser. C'est surtout ça, c'est que les salaires auxquels ils les font signer, parce que pour que tu aies envie d'aller jouer au Paris Saint-Germain, bah en fait, il te faut un peu plus que lorsque, je sais pas, on va dire Arsenal ou Chelsea t'appelle. Pourquoi pas? Parce que t'es en première ligue, parce que t'es à Londres, parce que t'es dans un club historique, parce que il y a 2 ans, ce club-là, enfin je parle de Chelsea, ce club-là gagnait la Ligue des Champions. Donc c'est quelque chose où tu te dis, bon bah signer à Chelsea, oui, alors Chelsea en ce moment surpaye ses joueurs, mais c'est quand même plus facile. En tous les cas, Chelsea n'est pas obligé de donner les salaires que donne le Paris Saint-Germain ou Manchester City, par exemple. Donc voilà. Et après, derrière, ils ont beaucoup de mal à s'en débarrasser. Ouais, la légende raconte que Ressé est encore payé par le PSG. Oui, absolument. C'est très probable. Il doit être DJ, je sais pas où, lui, encore, là, mais bon, voilà. Donc voilà. Ça, c'était le premier match, donc Dortmund-Chelsea. Et puis, il y avait l'autre match, Milan-Tottenham. Et là, c'était une physionomie vraiment différente, parce que Tottenham a été, on va dire, quasi inoffensif. Ils ont pas eu d'occasion franche, on va dire. Il y a eu des tirs qui ont été cadrés, mais c'était pas des tirs vraiment dangereux. C'était des déviations de la tête, très lointaines, des choses comme ça. Mais il y a pas eu de vraie occasion où tu as pu te dire, ouh là là, Milan est passé proche de prendre un but. Donc Tatarusanu d'ailleurs a été très rassurant, bizarrement, ça fait 2 matchs qu'il est très rassurant, donc pourvu que ça dure. Et puis Milan a réussi à faire un 2e clean sheet d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps, mais alors en particulier depuis la reprise du mois de janvier, hein, vu que Milan était l'équipe qui avait encaissé le plus de buts depuis le début de 2023, je crois, avec 18 buts en 6 matchs ou un truc comme ça. Donc là, ça fait 2 matchs d'affilée que Milan n'encaisse pas de but. Il marque très très vite dans le match, donc ça aussi ça simplifie un petit peu les choses, hein, parce que vu que Tottenham déteste faire le jeu, déteste avoir la balle, c'est plutôt une équipe de contre, en fait ça a cassé un petit peu leur dynamique. Donc vraiment un très bon match en tous les cas, avec énormément d'engagement, et effectivement comme dit Pic, Giuseppe Meazza était en feu. Alors non, pas Giuseppe Meazza, parce que donc c'était San Siro hier, mais oui, San Siro était en feu, vraiment. C'était vraiment impressionnant à entendre, à voir. Le tifo était mortel. Et donc voilà, ouais, non, c'était un très très beau match, un Milan qui fait plaisir parce que énormément d'engagement, énormément
d'intensité, et Tottenham un petit peu dans ses travers, c'est-à-dire vraiment s'ils n'ont pas des boulevards de contre, en fait ils ont absolument aucune idée de quoi faire avec la balle, en fait, et c'est très symptomatique. Si on regarde, ils ont battu Manchester City, parce que Manchester City leur impose de jouer exactement de la manière dont ils adorent jouer, c'est-à-dire se faire dominer et contrer dès qu'ils ont une occasion. Et puis, juste derrière, ils perdent, je crois, contre Everton, il me semble. Everton qui est 18e de Première Ligue, et ils prennent un très gros carton, vu qu'ils prennent 4-1. Donc c'est exactement ça, en fait. Et là, ils croisent un Milan qui est malade, hein, qui est dans une phase très très compliquée de sa saison, qui est en train de se redresser, mais enfin quand même. Et en fait, à partir du moment où ils prennent le but, c'est terminé, en fait. Vous les voyez plus, et il se passe plus rien, en fait. Et ils savent absolument pas quoi faire avec le ballon. Et puis, si Kane est bien muselé, comme ça a été le cas hier, et là, chapeau à Malick Thiaw, qui est une nouvelle recrue du Milan, enfin, en tous les cas, qui a été recruté au mois de septembre dernier, mais qui commence, on va dire, sa carrière à Milan, là, depuis 2-3 matchs, vraiment comme titulaire. Il a fait un match stratosphérique, il a éteint Son, Kane et Kulusevski, et puis Simon Kjær en tête-à-tête avec Kane aussi. Quand c'était pas Thiaw, c'était Kane, et c'était Kjær, et ils ont éteint complètement Harry Kane, qui essayait de décrocher, mais en fait, plus il essayait de décrocher, plus en fait, soit Thiaw, soit Kjær allaient le chercher au milieu du terrain, et il n'arrivait jamais à pouvoir contrôler un ballon de façon correcte, et ça a été un petit peu la clé du match. Donc voilà, ça plus un Théo Hernandez retrouvé, un Leao qui a fait énormément de dégâts dès qu'il avait la balle, et puis un Olivier Giroud qui a fait un match absolument mais incroyable, vraiment. Alors les gens qui regardent le football avec des stats et qui se disent oui, il a pas marqué, il a pas fait de passe décisive, en fait le foot c'est pas que ça. Le foot c'est aussi comblé, c'est de temps en temps la retrouver latérale, il crée des espaces sur le but, c'est lui qui aspire des défenseurs qui permettent à Brahim Diaz de frapper et de marquer. Donc voilà, effectivement une très 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 grosse partition d'Olivier Giroud aussi hier. Donc voilà, ça va être très très serré au Tottenham Hotspur Stadium le match retour. Mais un truc qui est bien, c'est que Milan est encore en vie. Et ça, avant le match, vu les prestations catastrophiques depuis le début janvier, c'était pas gagné. Il y avait quand même de très bonnes chances que Milan prenne une dérouillée sévère. Donc c'est pas le cas. Tottenham aura certainement à cœur de se reprendre, mais en tous les cas, ils ont le destin entre leurs mains, et jusqu'à preuve du contraire, il faut que Tottenham gagne 2-0 au match retour pour se qualifier. Pareil pour Chelsea, donc les deux clubs anglais sont dans une situation similaire, ils reçoivent au retour et ils doivent gagner au minimum 2-0, et c'est pas une mince affaire contre ces deux équipes que sont Dortmund et Milan, donc on verra bien. Et enfin, donc ça c'était pour les deux clubs anglais qui ont perdu. On va voir, il reste Liverpool, il reste bien sûr Manchester City. Liverpool est un peu malade, le Real aussi, enfin quoique le Real se reprend là, ils ont fait une belle victoire contre Elche, je crois, hier 4-0. Mais donc voilà, mais je voulais aussi revenir sur le Benfica, qui déjà m'avait impressionné pendant les phases de poule, vraiment impressionné, les matchs contre le Paris Saint-Germain, mais même ce 6-1 contre le club israélien pour réussir à être premier du groupe, Rafa Silva qui pour moi, il est incroyable ce joueur, honnêtement, je suis béat devant les qualités de Rafa Silva. Donc pour moi, Benfica, il va falloir... Ils ont gagné 2-0 à l'extérieur hier contre le FC Bruges qui est dans une période très très compliquée de sa saison. Eux, c'est comme Milan, mais sauf que ça s'arrête pas, c'est une descente aux enfers. Là, ils sont en train de tout perdre, en fait. Ils ont tout perdu, donc là, au championnat, ils ont complètement décroché. En coupe, je crois qu'ils se sont fait sortir. Là, ils ont perdu le match aller 2-0 de huitième de finale, ce qui fait que, aller gagner au Stadio de la Luz à Benfica dans 3 semaines, 3-0 au minimum, j'y crois pas vraiment. Donc pour moi, Benfica a déjà un pied en quart.
Donc, voire même un pied et demi en quart. Donc, je pense que celui qui va prendre Benfica, il va pas forcément faire une super affaire en quart de finale. Et peu importe qui c'est, je pense très sincèrement qu'il peut y avoir une très très grosse surprise en quart de finale, parce que Benfica, c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. C'est pas, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle se prend pas pour quelqu'un d'autre. Elle joue en permanence. Elle a des joueurs d'une qualité technique qui sont impressionnants. Elle a une débauche d'énergie qui est vraiment très très impressionnante. Et elle a un bel effectif en fait. Quand vous voyez que par exemple sur le banc elle a Draxler. Alors ouais, c'est Draxler. Mais c'est quand même une équipe qui a un budget comparable à celui de Lyon. Donc c'est pas non plus une équipe qui a un budget stratosphérique, même si c'est un très grand club. Hein, attention, hein, je compare pas le Benfica à Lyon, hein, ça n'a rien à voir. Lyon, c'est un bon club français. Le Benfica, c'est un club de légende, donc c'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais ça change pas qu'en termes de budget, c'est relativement comparable, et je trouve que l'effectif de Benfica, faudrait peut-être que Chirou regarde un petit peu comment on construit des effectifs au Portugal, parce que ça pourrait peut-être l'intéresser, et ce serait pas anodin. Donc, donc voilà. Donc oui, je pense que Benfica risque de faire une très très grosse surprise en quart de finale, j'ai l'impression, et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'équipes qui peuvent vraiment les inquiéter. Donc voilà. Benfica, à chaque fois qu'ils vendent leurs meilleurs joueurs, ils deviennent plus forts. C'est assez dingue de voir le scénario se répéter chaque année. Ouais, faut savoir que ils ont vendu, par exemple, à Chelsea, Enzo Fernandez, hein, cet hiver. Donc pour 120 millions. Donc c'est quand même pas, c'est quand même quasi le pilier de ton milieu de terrain qui s'en va en cours de saison. Et pourtant, ils arrivent en 8e de finale Ligue des Champions. Alors oui. C'était contre le FC Bruges, ça change pas que gagner 2-0 à l'extérieur, avec la maîtrise qu'ils ont marquée. Oui, ils ont vendu aussi Nunez, dit Pic-Pic, ouais, absolument. Ils arrivent toujours à se refaire, et franchement, non, c'est là, moi je trouve que ça fait 2-3 ans qu'ils sont toujours là, 8e, quart de finale, et là j'ai bien l'impression qu'on peut les voir plus haut que le quart de finale. Donc on verra bien. Mais en tous les cas, moi, ils me font une très très bonne impression, et ça me ferait vraiment plaisir pour ce club qui est un club de légende. Donc ce serait vraiment cool de les revoir au sommet, un peu comme l'Ajax l'a fait il y a 3-4 saisons, etc. C'est toujours sympa de revoir ces clubs qui ont eu des histoires un petit peu en dents de scie, parce que ils n'ont pas une stabilité financière comme les très gros clubs espagnol, anglais et puis le Paris Saint-Germain. Donc voilà, et le Bayern. Donc voilà. Bah écoutez, en tous les cas, c'était mes réflexions sur les 8e de finale aller de Champions League. Ça va continuer. Ce soir, il y a la Ligue Europa qui est partie. Lundi prochain, on va aborder un autre sujet. Hein. Je pense que le championnat va nous amener les championnats respectifs de tous nos clubs chéris vont nous amener d'autres enseignements. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer, mais ça a été encore une fois un plaisir de partager mes pensées avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la Nantes 3e, à Buonasera Calcio sur Twitter, sur Instagram, mais aussi sur Apple Podcast, sur ce que vous voulez, Deezer, Spotify. N'hésitez pas aussi à noter les podcasts et les vidéos sur Twitch. Et puis à lundi prochain. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Ciao ragazzi, ciao.